Mesdames et messieurs, nous voici pour un nouveau rendez-vous du jeudi, le 7e. Après Galilée, après Newton, une grande révolution qui nous rapproche de notre temps et qui a été rendue possible par celui dont nous avons parlé la semaine dernière, Newton, avec le professeur André Méder, que je remercie très vivement d'être à nouveau là, puisqu'il réalise cette deuxième séance qui est dans la continuité de sa spécialité. Et nous allons donc l'entendre immédiatement. Et j'annonce déjà que je remercie vivement ma collègue Sarah Stewart-Crocker, qui jouera aujourd'hui le rôle de la personne qui répond, interroge et dialogue avec l'intervenant. Avant, comme d'habitude, nous sommes habitués maintenant, avant l'élargissement de la discussion à l'ensemble de notre Assemblée. Professeur Méder, vous avez la parole. Bonjour mesdames, messieurs. La relativité générale, j'ai mis merveilleuse parce que... Qu'est-ce que je fais faux? La relativité générale est probablement, et même peut-être certainement, la plus belle des théories que l'humanité ait pu produire. Commençons par quelques considérations générales. Un mythe, c'est que cette théorie est extrêmement difficile à comprendre. Et à ce propos-là, il y a une petite anecdote concernant Eddington. Eddington était professeur à Cambridge. C'est lui qui avait monté l'expédition pour observer l'éclipse qui permettait de voir la déflexion des rayons lumineux. Il était célèbre. C'est lui qui avait aussi assuré la célébrité de la relativité générale. Et une fois qu'il faisait une conférence, quelqu'un lui avait dit « Professeur Eddington, il paraît qu'il n'y a que 3 personnes au monde qui ont compris la relativité générale. » Et Eddington avait dit « Oui, voyons voir, mais je ne vois pas très bien qui est la 3e. » Ce fut un merveilleux succès, cette théorie, et plus tard, dans ses mémoires, Einstein déclara que la clé de sa réussite, c'était la joie de la pensée. Et je pense que c'est extrêmement important à souligner. Il avait, tout jeune, on voit sa photo ici, lorsqu'il avait passé ses examens de maturité au collège d'Aarau, la joie de chercher, de réfléchir à des problèmes. Il manquait souvent les cours formels soit du collège, soit de l'université, pour étudier des matières qu'il considérait comme plus importantes. Et donc, seul le plaisir de réfléchir permet de trouver. C'est très important et il faudrait communiquer ça à nos étudiants. Les meilleurs arriveront et auront cette joie de la pensée. En 1902, Einstein était à Berne, au service des brevets, et il désespérait de parvenir à l'unification de la théorie de la gravitation, et il arriva à l'idée que seule la découverte d'un principe fondamental pouvait lui permettre d'aller plus loin, de découvrir quelque chose. Et c'est ainsi que, en 1905, il a établi la théorie de la relativité restreinte. Il faut en parler avant la relativité générale. Et les principes qu'il avait adoptés, c'était que la vitesse de la lumière était constante dans tous les référentiels. Si vous avez un véhicule qui va extrêmement vite, dans ce véhicule, la vitesse de la lumière sera la même que dans un véhicule au repos. Et puis le deuxième principe, c'est l'invariance des lois pour des systèmes d'inertie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un système d'inertie, c'est un système en mouvement, rectiligne et uniforme, c'est-à-dire sur des rails tout droits, sans accélération ni freinage.
Ça, c'est un mouvement d'inertie. Eh bien, pour tous les systèmes, on doit pouvoir écrire d'une seule manière les équations qui s'appliqueront à n'importe quel système d'inertie. C'est ce qu'on appelle invariance des lois. Et sans entrer dans les détails de la relativité restreinte, une des conclusions à laquelle il est rapidement arrivé, c'est que le temps et l'espace ne sont plus deux entités indépendantes, mais elles sont imbriquées. Alors c'est clair qu'aux vitesses faibles que nous connaissons sur Terre, on peut séparer le temps et l'espace. Mais lorsque l'on se rapproche de la vitesse c, c'est-à-dire la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, le temps et l'espace forment un tout unique. On ne peut pas toucher l'un sans toucher l'autre. Maintenant, si je marche ici, comme ça, je ne vais pas aller trop loin puisque je n'ai pas mis le masque, eh bien, mon temps n'est déjà plus tout à fait exactement le même que le vôtre au moment où je suis en mouvement. Mais à ces vitesses-là, l'effet est totalement négligeable. Donc, deux observateurs qui bougent à des vitesses différentes n'ont pas le même temps. Le temps et l'espace forment une entité unique. Et cela a plusieurs conséquences. L'une, je viens de la mentionner, c'est que deux observateurs qui n'ont pas la même vitesse n'ont pas le même temps. C'est le fameux paradoxe des jumeaux. Vous avez deux jumeaux, l'un reste sur Terre, l'autre part avec une fusée dans l'espace pendant 10 ans, qui va très très vite à la vitesse c. Pour lui, 10 ans se seront écoulés, et puis sur Terre, il y aura 40 ans qui se seront écoulés. C'est le fameux paradoxe des jumeaux. Les longueurs ne seront pas les mêmes. L'inertie, la masse inertielle va varier avec la masse, ce qui avait conduit à la fameuse formule que tout le monde connaît, E égale mc carré. Donc si vous retenez une seule chose de cette relativité restreinte, retenez que le temps et l'espace sont une chose unique et qu'aux grandes vitesses c, si l'un change, l'autre change aussi. C'est une chose. Aux vitesses faibles, on peut le séparer en deux. C'est ça le point essentiel de la relativité restreinte. Einstein s'était rendu compte qu'il était impossible de traiter la gravitation dans ce contexte-là. Et donc, il est allé plus loin en direction de la relativité générale. La première question qui s'est posée, c'est de dire, bon, c'est bien beau cette relativité restreinte, pourquoi cette invariance des lois ne devrait s'appliquer qu'à des mouvements rectilignes et uniformes? Posons que ça doit s'appliquer à n'importe quel type de mouvement, même des mouvements accélérés. Pourquoi seul le mouvement rectiligne et uniforme pourrait-il être rapporté au cas inertiel immobile, par exemple? Donc c'est l'invariance, cette fois, non plus seulement pour les systèmes d'inertie, mais pour tous les systèmes accélérés ou non. Et puis l'accélération, ça veut aussi dire la gravitation, puisque la gravitation, elle provoque une accélération. Einstein déclara dans ses notes autobiographiques que la pensée la plus heureuse qu'il avait eue de toute sa vie, c'est lorsqu'un homme est en chute libre, il ne sent pas son propre poids. Il avait réalisé ça. Étonnamment, à l'époque où il faisait ses réflexions, un homme était tombé d'un toit en ville de Berne. Einstein travaillait déjà au bureau des brevets, et un homme était tombé d'un toit, et puis il n'était pas mort, il était à l'hôpital. Einstein était allé le voir pour lui demander quelle impression ça lui avait fait quand il était tombé. Je ne sais pas si il en a tiré toutes ces déductions de là, mais ça l'interpellait. Et c'est ainsi qu'il a formulé ce qu'on appelle le principe d'équivalence, c'est en 1907. En tout point de l'espace, on peut définir localement un référentiel où l'accélération est nulle, quel que soit le mouvement accéléré ou le champ de gravitation. Puis, je vous ai fait un petit dessin, là, un petit exemple très simple.
Voilà, il y a une dame qui est dans un ascenseur et la corde a cassé, l'ascenseur tombe en chute libre. On ne sait pas ce qui va advenir. Et cette dame tient une balle, une petite balle rouge, et puis elle la lâche. Et cette balle, eh bien, elle reste au niveau de sa main. Elle tombe en chute libre comme cette personne. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la dame dans l'ascenseur en chute libre lâche la balle et celle-ci reste donc au niveau de sa main. Dans le référentiel de l'ascenseur, l'accélération est nulle. Tant qu'elle tombe comme ça, elle a provisoirement pas l'impression qu'il se passe quelque chose. La balle reste au même niveau. C'est une illustration de ce principe d'équivalence. Ça veut dire que dans tout mouvement, accéléré ou non, on peut se rapporter à un système immobile. Et en écrivant ça mathématiquement, en imposant ça mathématiquement aux équations, eh bien, Einstein est arrivé à écrire ce qu'on appelle l'équation des géodésiques, c'est-à-dire l'équation du mouvement. Il a trouvé le décalage gravifique, on en reparlera dans un petit instant, et la déflexion des rayons lumineux. Il avait déjà fait un bon pas en direction de la relativité générale. Mais on n'y était pas encore. De 1907 à 1915, il a dû franchir de multiples obstacles, tant conceptuels que mathématiques, pour arriver à la relativité générale. Il avait dit qu'à côté du travail qu'il a dû fournir pour trouver la relativité générale, eh bien la relativité restreinte, c'était un jeu d'enfant. Il avait toujours été très sensible au concept de champ. C'est en électricité, les équations de Maxwell montraient qu'au voisinage d'une charge électrique ou d'un courant, il y avait dans l'espace un effet qui pouvait exercer une force. C'est ce qu'on appelle un champ. Il a interprété ça comme une déformation de l'espace. Et en 1912, après beaucoup de tâtonnements, il est arrivé à l'idée qu'il fallait se tourner vers les fondements de la géométrie. Et il y avait Gauss, le célèbre mathématicien, avait déjà passablement fait de choses dans des géométries non euclidiennes, et Riemann également. Non euclidienne, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons cette cafetière-là, qui est un peu ventrue à un endroit, creuse à un autre. Eh bien, à l'endroit où elle est un peu ventrue, la courbure est positive. Si je dessinais des géodésiques sur cette surface, eh bien, par exemple, on verrait que la géométrie d'Euclide n'est pas valable. La somme, je dessine un triangle, ou sur la sphère, prenons la Terre, dessinons un triangle coupé par des grands cercles, la somme des angles intérieurs ne fait pas 180 degrés, elle fait davantage. Et puis dans la partie concave, la courbure est négative, on convient que la courbure est négative, et là, la somme des angles intérieurs d'un triangle serait inférieure à 180 degrés. Donc on n'est plus dans la géométrie plane ordinaire, la géométrie d'Euclide. Et Riemann avait développé une géométrie à plusieurs dimensions où l'espace pouvait se déformer de diverses manières. Et donc, Einstein est arrivé à l'idée que l'espace-temps, qu'il avait défini dans la relativité restreinte et dont on vient de parler, eh bien, lui, il pouvait avoir une courbure. Ça veut dire que ses propriétés spatiales n'étaient pas partout les mêmes. Et il avait collaboré avec Marcel Grossmann, qui était un de ses camarades d'études du Poly et qui était devenu professeur à l'école polytechnique à Zurich. Donc il a pu établir une relation entre la masse et la courbure. De même qu'une charge électrique, elle induit un champ électrique autour qui va faire qu'une particule électrique arrive là-dedans, sera prise, eh bien il est arrivé à l'idée assez similaire qu'une masse déforme l'espace et qu'il y a un champ de gravitation dans lequel des particules qui viendraient à passer devraient se déplacer.
Relation entre masse et courbure. Si l'on se réfère à Newton, Newton avait envisagé l'action à distance instantanée. Puis on avait dit que c'était un problème la dernière fois. Beaucoup de gens s'interrogeaient, ne comprenaient pas pourquoi un corps pouvait exercer la Terre pouvait exercer une attraction sur la Lune instantanément. Qu'est-ce qu'il y avait entre les deux? Newton n'avait jamais voulu répondre à cette question parce qu'il ne savait pas et il avait eu la sagesse de ne pas chercher à l'expliquer. Là, chez Einstein, on voit que la masse va induire une géométrie différente en son voisinage et qu'on aura ainsi des possibilités de mouvements particuliers. Alors Einstein a publié ses travaux, la relativité générale, dans les archives des sciences de Prusse en 1916. C'était en pleine guerre, mais ces documents sont arrivés en Angleterre, en particulier à la Société royale d'astronomie, et c'est là que Eddington avait pu les étudier. Alors Einstein est arrivé à une équation fondamentale qui est encadrée ici, mais qui a l'air compliquée à cause des symboles qu'elle contient, mais qui en fait exprime une idée extrêmement simple. C'est que la courbure de l'espace va dépendre du contenu matériel, matière ou énergie étant équivalent. Et on peut le représenter ça comme dans le dessin que j'ai mis dessous. Imaginons le Soleil, eh bien, il va déformer l'espace. Là, on peut faire que des images à 3 dimensions, on peut pas, mais le temps serait inclus aussi. L'espace est déformé. Et si maintenant je lance une bille sur cette espèce de tapis déformé, eh bien, elle va pouvoir suivre diverses trajectoires. Si l'énergie est faible, on aura une trajectoire. Si je lance ma bille pas très fort, elle aura une trajectoire elliptique. Ce sera une planète, par exemple, autour du Soleil. Si je la lance très très fort, eh bien, ça sera une trajectoire hyperbolique. Elle va partir à l'infini. Puis entre les deux, il y a un cas limite, c'est la parabole, la trajectoire parabolique. Donc le mouvement des corps célestes est créé par la déformation de l'espace-temps. J'oublie, il manque un S là. Et donc l'idée, on reviendra sur les équations, c'est une équation tensorielle, je répondrai volontiers aux questions ce que c'est que le tenseur, on pourra le décrire très simplement. Mais l'idée fondamentale, c'est le contenu matière-énergie déforme l'espace au voisinage. Et les masses qui vont venir là-dedans, les particules qui vont venir là-dedans, subiront l'effet de ce champ. On peut avoir par exemple une étoile double, il y aura deux puits de potentiel. Alors ces deux étoiles vont bouger l'une autour de l'autre. L'action se fait non pas instantanément, mais à la vitesse c. Elle se propage à la vitesse c. Donc on a passé de Newton à Einstein, en passant de l'idée d'action à distance à celle de champ gravitationnel. Précisons bien que pour les vitesses faibles par rapport à la vitesse de la lumière, on retrouverait la loi de Newton à partir de l'équation que j'ai montrée précédemment. Aux vitesses faibles, je vais retrouver Newton. Vous vous souvenez qu'on avait dit que Descartes, il y a toujours cette question de l'espace. Est-ce que la matière, qu'est-ce qui est le plus important? C'est la matière ou l'espace? Descartes déclarait que sans matière, il n'y a pas d'espace. S'il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'espace. Newton avait un autre point de vue, c'est qu'il y a un espace, il peut avoir de la matière ou ne pas en avoir. Cet espace était absolu aussi. Avec Einstein, on a autre chose. L'espace-temps, cette fois c'est ce tout unique de l'espace et du temps, eh bien, il peut très bien exister sans matière. Il n'a pas besoin de matière pour exister.
Et la matière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle influence la courbure de l'espace. Donc, vous voyez, on intègre un peu, on retrouve des notions qui étaient chez Newton et Descartes, mais arrangées d'autrement. L'espace-temps existe, même sans matière, on peut faire un univers vide, mais la matière, si elle est présente, elle va déformer l'espace-temps. Alors voilà, la théorie de la relativité générale a triomphé en 1919, elle a été publiée en 1916. Il y avait déjà des résultats, il y a eu trois tests de la relativité qui ont confirmé la réalité de cette théorie. On peut faire toutes les théories, aussi belles soient-elles. Il y a eu des théories, notamment celle de l'univers stationnaire par Fred Hoyle dans les années 1960. C'était une théorie magnifique, aussi parfaite du point de vue conceptuel, mais la nature avait choisi de faire autrement. Et donc, c'est le juge suprême, c'est l'observation qui va dire si les prévisions de la théorie sont confirmées par l'observation. Et la théorie d'Einstein était magnifiquement confirmée. Il y avait un premier effet qui avait été prévu en 1907 déjà à cause du principe d'équivalence, c'est que quand un rayon lumineux quitte une étoile, eh bien, il doit dépenser de l'énergie pour sortir. Si l'étoile est très condensée, il devra dépenser trop d'énergie. À un moment donné, le rayon ne pourrait pas sortir. Ça sera les fameux trous noirs, mais il faudrait que le Soleil ait 3 km pour que ça se produise, 3 km de rayon. Là, dans une étoile normale, comme le Soleil, ou même une naine blanche qui est beaucoup plus dense, il y a un effet. Cet effet n'était pas très clair. Enfin, théoriquement, il était très clair, mais l'observation était difficile, et ce n'est que dans les années 60 qu'on a été vraiment sûr. Il y a un deuxième effet, c'est l'avance du périhélie de Mercure. Du fait que l'interaction entre le Soleil et Mercure n'est pas tout à fait instantanée, il s'écoule 2-3 minutes, ça veut dire que le vecteur force ne pointe pas exactement dans la bonne direction. Au moment où on sent l'effet du Soleil, on est déjà plus... Il y a déjà un petit décalage. Et cet effet-là provoque ce qu'on appelle l'avance du périhélie de Mercure, c'est-à-dire que l'ellipse suivie par Mercure tourne sur elle-même. Cet effet-là a été observé, prédit et observé, c'est 43 secondes par siècle. Les détracteurs, parce qu'il y en avait, de la théorie de la relativité générale, disaient, attention, c'est 43 secondes par siècle, c'est juste l'effet qu'on n'arrive pas à observer. L'avance du périhélie de Mercure, l'avance totale par siècle, c'est 5600 secondes, sur lesquelles 43 secondes, on n'arrive pas à expliquer. L'avance totale, 5600 secondes. Donc, les gens qui étaient opposés à la relativité générale disent, écoutez, soyez contents qu'avec la théorie de Newton, vous expliquez déjà le 99% de l'avance du périhélie de Mercure. Il y a tellement de perturbations par Jupiter, par les astéroïdes, etc., qu'1%, ça passe très bien. On oublie souvent que ce n'était pas seulement 43 secondes. Il y a une avance totale et c'était juste 43 secondes qu'on n'arrivait pas à expliquer. Puis alors le triomphe, c'est en 1919, on a pu observer l'effet prédit par Einstein. Il y a une étoile lointaine, si sa lumière passe près du Soleil, elle est prise dans ce champ de potentiel, elle va être défléchie et on n'observe pas exactement à la place où elle devrait être. C'est petit, c'est 1 seconde 75, mais ça a été observé on peut l'observer ça que lors d'une éclipse, parce qu'autrement l'étoile n'est pas visible si elle est tout près du Soleil. Donc il fallait une éclipse totale de Soleil. Elle s'est produite dans l'île de Principe, dans le golfe de Guinée, et c'est là qu'Eddington a assuré le triomphe de la relativité générale.
Mais finalement, l'expérience la plus convaincante, elle est venue, vraiment définitive, parce qu'il y avait toujours des objections. Elle est venue en 1960 à Harvard par Pound et Repka, qui ont montré que des horloges atomiques à des étages différents d'un bâtiment, donc pris dans un champ de gravitation, eh bien, ne mesuraient pas les mêmes temps. Eh bien voilà, ce n'est pas le même temps. Le temps va dépendre du référentiel et de l'accélération à laquelle on est soumis. Et donc cet effet a été observé. Il était très petit, il fallait des horloges atomiques très précises. Aujourd'hui, on en a beaucoup d'autres. On a une quinzaine d'effets de relativité qui sont parfaitement observés selon les prédictions dans le pulsar double. C'est deux étoiles à neutrons qui se tournent l'une autour de l'autre en quelques heures. Et là, l'avance du périhélie, elle n'est pas de 43 secondes par siècle, elle est de 4,2 degrés par année. C'est donc un effet énorme. Donc c'est très largement confirmé. Voilà, laissons ça. Alors, voilà, la relativité générale, c'est une chose. Maintenant, la cosmologie. Qu'est-ce qu'on a pu dire en cosmologie là-dessus? Eh bien, avec cette équation, Einstein a voulu construire un modèle cosmologique. Et puis, il s'est rendu compte que l'univers allait tomber sur lui-même. On retrouve le problème du docteur Bentley qui avait dit à Newton, votre théorie c'est bien joli, mais pourquoi l'univers ne s'est pas mis en un gros paquet? Ben là, Einstein a dû faire face à ça. Et il a été obligé d'introduire une force répulsive, la voilà, qu'il a rajoutée dans son équation. Dans sa correspondance, on retrouve une lettre qu'il a écrite à Paul Ehrenfest, qui était un physicien, où il dit « J'ai encore commis quelque chose avec la théorie de la gravitation qui va me mériter d'être jeté dans un asile de fous. » Il lui disait, c'est ce qu'il avait dit à Paul Ehrenfest. Donc il avait rajouté une constante à son équation. En quelque sorte, que faisait-il? Il avait la matière qui attirait, provoquait un champ de gravitation qui attire l'univers sur lui-même, il serait tombé sur lui-même. Alors il a introduit une force, en quelque sorte, pour le soutenir et éviter que ça tombe. C'est la fameuse constante cosmologique, c'est ce terme-là. Et donc Einstein a eu un modèle statique d'univers. Son univers était fermé, il n'y avait pas en allant tout droit, toujours dans la même direction, en suivant un rayon lumineux, on serait revenu par derrière après très longtemps, dans l'espace-temps. Il avait un modèle statique d'univers, soutenu par la constante cosmologique, immuable, fini, sans bord. Ça a été la référence de base de la cosmologie pendant une quinzaine d'années. Lambda, la constante, subira encore bien d'autres péripéties. Voilà qu'en 1922, il y avait le modèle d'Einstein qui dominait la situation, mais un jeune mathématicien russe, Alexandre Friedmann, a écrit un livre, Über die Krümmung des Raumes, et il a montré que l'équation d'Einstein, il l'avait résolue, il avait montré qu'elle impliquait une origine explosive de l'univers. Cette équation impose une origine explosive, suivie d'une expansion. Et c'est la première fois sur des bases mathématiques qu'on pouvait étudier l'origine de l'univers, ou du moins la prévoir. C'est un modèle extrêmement important. Ce modèle a dominé tout le XXe siècle. Si vous avez une fois ouvert un livre de cosmologie, vous l'avez certainement vu. Vous avez ici, sur l'axe horizontal, vous avez le temps. Sur l'axe vertical, vous avez la distance de deux points quelconques. Si l'univers est vide, ça va s'étendre sans freinage, donc linéairement, une droite.
Si l'univers a peu de matière, on va suivre une courbe un peu comme cette bleue en pointillé. L'univers va s'étendre, mais comme il y a quand même de la matière, eh bien, il y aura un freinage et cette expansion va ralentir, mais elle se poursuivra quand même toujours. Et puis, si l'univers contient beaucoup de matière, eh bien, cette matière, à un moment donné, elle va freiner tellement l'expansion que l'expansion va s'arrêter et puis l'univers va se recontracter pour finir par un Big Crunch, c'est-à-dire un Big Bang à l'envers, en quelque sorte. Et puis, entre les deux, on a un modèle limite parabolique. Alors, Friedman avait montré ça et ces modèles-là ont servi de base à la comparaison avec les observations, je vous dis, pendant tout le XXe siècle. Les réactions à ce modèle furent très vives, en particulier de la part d'Einstein, qui commença par dénoncer une erreur mathématique dans les calculs de Friedman, et Friedman montra que c'est Einstein qui se trompait. Et Einstein était probablement avait la conception qu'une origine pour le monde était inacceptable pour lui, en ce sens qu'elle se rapprochait trop des idées religieuses. Friedman est mort en 1925, sa théorie n'a pas été reconnue, il est mort de la fièvre typhoïde, et néanmoins Einstein adoptera son modèle en 1932, le modèle limite entre les deux cas, et on l'appellera modèle de Einstein de Sitter. Donc voilà, il y avait d'autres solutions que celle d'Einstein à son équation dans le cas de l'univers. Il nous faut parler de Georges Lemaître, qui a aussi fait des travaux extrêmement importants et intéressants. C'était un mathématicien belge à Louvain. Il était prêtre, il a été ordonné prêtre en 1923 et il était parti comme associé de recherche chez Eddington. Donc il allait au bon endroit pour la théorie. Et puis l'année d'après, il est allé à Harvard, chez Shapley, pour étudier les galaxies. Il est revenu en Belgique et a été nommé professeur à Louvain en 1927. Et il a fait un article dont le titre est en rose ici, qui a été publié dans les annales de la Société scientifique de Bruxelles, que personne n'a lu. Et ce travail est un travail tout à fait majeur, en ce sens qu'il contenait des modèles théoriques, des modèles dynamiques d'univers en expansion, qui pouvaient se contracter. Il avait introduit aussi la constante cosmologique, avec ou sans constante cosmologique, laquelle peut introduire des phases de latence. Il a démontré aussi qu'il y avait une explosion initiale, donc des résultats assez comparables à ceux de Friedman, de manière indépendante, et avec les observations, il avait découvert la fameuse loi de Hubble, qui dit que plus une galaxie est lointaine, plus sa vitesse de fuite est grande. V égale HD. La vitesse de récession est proportionnelle à la distance. On a découvert, les travaux de Lemaître avaient été ignorés, et cette loi a été rebaptisée il y a 3 ans par l'Union astronomique internationale, qui l'a rebaptisée officiellement loi de Hubble-Lemaître. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Eddington un peu qui faisait la pluie et le beau temps là, à cette époque-là, et Lemaître lui avait envoyé son article en 1927. Eddington ne l'avait pas lu. Après l'annonce par Hubble en 1929 de la découverte de l'expansion, Lemaître rappelle à Eddington qu'il avait déjà trouvé cette loi. Alors, Eddington a fait publier l'article traduit, parce qu'il était en français, il a fait publier l'article traduit en 1931, mais étonnamment, on voit que cette traduction a été trafiquée pour qu'elle ne contienne pas
elles ne contiennent pas la loi de Hubble, ou que ça apparaisse vraiment, que la découverte n'apparaisse pas. Et en plus, l'article traduit n'avait pas la date de 1927. On ne pouvait pas savoir quand il a été fait, on pensait que c'était en 1931 aussi. Et donc, on s'est demandé qui avait fait ça. C'est en tout cas pas Eddington, qui était un homme intègre. Et il y a eu à un moment donné, il y a eu tout un débat dans la littérature scientifique pour savoir qui avait fait ça, etc. Est-ce que c'est Hubble qui était intervenu, etc. Donc, il y a eu tout un problème là qui n'est probablement pas totalement résolu encore aujourd'hui. Il y a eu le fameux congrès Solvay de 1927 à Bruxelles, et Einstein a rencontré le maître, et le maître lui a présenté ses solutions qui s'écartaient du modèle statique d'Einstein, et l'accueil a été très réservé, voire agressif. Einstein avait dit à le maître, vos idées sont correctes, mais votre physique est abominable. Et Einstein, en fait, suspectait beaucoup le maître de s'être laissé influencer par ses idées religieuses. Or, le maître n'était pas un adepte du concordisme, c'est-à-dire qui dit que la science et la religion se rejoignent, etc. On a plusieurs écrits de le maître qui le montrent très bien. Et puis, le maître était intervenu aussi beaucoup plus tard, en 1951, auprès de Pie XII, qui avait fait une grande déclaration dans les années 51, disant, voilà, la science et la religion se rejoignent, les deux montrent que l'univers a une origine, voyez comme c'est merveilleux, et comme la Bible a raison, etc. Et puis le maître, qui était petit abbé en Belgique, devait aller en Afrique du Sud, il s'est arrêté à Rome, il a demandé audience au pape, il lui a démontré qu'il fallait il fallait surtout pas suivre ce chemin-là. Le pape, 15 jours plus tard, a dit à peu près la même chose, mais dans d'autres termes, donc tout le monde était content. Et donc il n'était pas un adepte. Mais là, il avait été reçu extrêmement mal, et c'est le premier qui après, de manière beaucoup plus approfondie encore que celle de Friedman, avait montré que l'explosion initiale, il avait parlé d'un atome primitif qui avait explosé, c'est le père du Big Bang, en fait, le maître. Et donc, c'était un résultat de la théorie d'Einstein, mais que Einstein lui-même n'a pas reconnu tout de suite. Et en fait, Friedman et le maître furent les pères de la cosmologie relativiste. C'est important à dire. Le mot Big Bang n'était pas connu à l'époque. C'est par dérision, dans les années 60, que Hoyle, voyant le maître entrer dans une salle de congrès, a dit « Ah, here is the Big Bang Man ». Voici l'homme du Big Bang, pour se moquer de lui, et le terme Big Bang est resté ainsi. Vous voyez, c'est assez étonnant. Donc c'est intéressant parce que ces modèles-là montraient un univers en mouvement. Alors l'histoire n'est pas tout à fait finie. Einstein, qui était toujours attaché à son modèle statique, avait été séjourné aux États-Unis en 1931. Il a fait deux séjours. Il avait rencontré un théoricien Tolman, il avait rencontré Hubble, mais il n'avait pas été outre mesure influencé, contrairement à ce que souvent les Américains ont dit, il n'avait pas été très influencé par les résultats de Hubble. C'est seulement quand Eddington, en 1931, a démontré que le modèle d'Einstein, dans la relativité générale, en fait, était instable. Il ne tenait pas ensemble. Il ne tenait pas ensemble, que soit il devait s'effondrer, soit il devait exploser. Il l'a démontré très théoriquement dans le cadre de la relativité générale. La démonstration n'est pas longue, elle tient sur 3/4 de page. Et c'est assez extraordinaire qu'il ait fallu 15 ans pour que des gens aussi brillants que Eddington trouvent que ce modèle est instable.
Et c'est lié au fait que dans le contexte de la relativité générale, on discute les choses en termes de courbure, etc. Et c'est assez difficile à voir qu'il est instable directement. Eddington y est arrivé, certes. Alors que dans un raisonnement newtonien, c'est immédiat. Mais on n'avait pas encore trouvé un modèle cosmologique newtonien. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous en ai parlé à la dernière leçon, ce n'est qu'en 1934 que deux astrophysiciens britanniques ont montré que finalement, on pouvait retrouver les équations de Friedmann, de Lemaitre, moyennant quelques hypothèses tout à fait raisonnables, on pouvait retrouver les équations cosmologiques dans le contexte newtonien. Alors, dans le contexte newtonien, c'est immédiat de voir que ce modèle d'Einstein n'était pas stable. Je vous fais le raisonnement suivant. Vous avez la gravitation qui tient, puis vous avez une force répulsive qui pousse. Supposez qu'on tire un petit peu cet univers pour le faire un tout petit peu plus contracté. On augmente sa densité, on augmente la gravitation. Alors que la constante cosmologique, elle va décroître avec la distance. Donc si je tire un petit peu l'univers en deçà de son rayon d'équilibre, eh bien, il va continuer, puisque la gravitation devient plus forte. Inversement, si je le tire au-delà, il va aussi continuer, puisque la gravitation devient moins forte. Donc on le voit très bien dans le contexte newtonien, alors que dans le contexte relativiste, c'était plus difficile. Alors, dès cette démonstration faite, eh bien, Einstein a abandonné ce lambda. On cite souvent qu'il a dit « c'est la plus grande erreur de ma vie ». Et il a adopté le modèle en expansion, le modèle de Friedmann, ce modèle parabolique qui séparait la zone bleue de la zone rouge dans le dessin. L'histoire n'est pas finie. Cette constante cosmologique, c'est quelque chose d'invraisemblable. Einstein l'a considérée comme la plus grande erreur. Il l'a retirée. Quelques chercheurs ici ou là, dans les années 70, 80, ont dit « oui, mais peut-être qu'il y a peut-être quand même quelque chose, etc. » Et elle est ressortie, le problème est ressorti brutalement en 1998, quand trois astrophysiciens américains, Perlmutter, Schmidt et Riess, ont fait un papier où ils démontraient qu'en fait, l'expansion de l'univers n'est pas décélérée, mais au contraire que ça s'accélère. Il s'étend de plus en plus vite. Et c'est exactement l'effet prévu par ce grand lambda. Donc lambda est revenu en force. Alors on l'a baptisé un peu dans notre nom, on l'appelle l'énergie noire. C'est peut-être lambda, c'est peut-être l'énergie noire, c'est peut-être des particules, mais l'effet est celui de lambda. Et le modèle qui prévaut actuellement, c'est le modèle dit lambda CDM. Et c'est le modèle où on a, en plus de la matière, on a ce lambda qui, cette fois, ne maintient pas l'équilibre, mais qui, avec le temps, favorise le mouvement d'expansion. Il est plus fort que la gravité qui retient. Et l'univers son expansion est accélérée, il devient de plus en plus vide, et d'autant plus rapidement. Voilà, et on l'appelle, c'est l'énergie noire. Elle est revenue en force, et Perlmutter, Schmidt et Riess ont eu le prix Nobel de physique en 2011 pour cette découverte. Donc vous voyez que ce lambda introduit par Einstein, parce qu'il voyait que son modèle s'effondre, c'était une remarque telle celle de Bentley, il a introduit son modèle, l'univers était instable, et donc il a retiré lambda, on est resté sur les modèles de Friedmann, et puis voilà que tout d'un coup, il y a une vingtaine d'années, pouf, lambda est ressorti en force et provoque. Alors, on voit pas on parle d'énergie noire, c'est une appellation.
ça peut être n'importe quoi, ça peut être des particules, ça peut être lambda, ça peut être que la loi de gravitation n'est pas correcte. Il y a 36 explications possibles, mais le fait est que simplement l'expansion est accélérée et il faut quelque chose pour accélérer cette expansion. Lambda y parvient, c'est l'énergie noire aussi. Voilà. Alors on barré lambda, et puis après on l'a remis, et on revient, on arrive. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu le tour de la question. Vous voyez que partant de la relativité générale, les débuts de la cosmologie ont été assez contrastés entre des visions diverses. Voilà, j'arrive au bout et je vous remercie de vos questions. CQFD. Merci. C'est nous qui vous remercions vivement et comme à l'accoutumée, 10 minutes de pause, puis la professeure Sarah Stewart-Coker posera quelques questions et dialoguera avec le professeur André Meder. Avec plaisir. Alors, merci beaucoup pour cette présentation de ces théories passionnantes et aussi un peu déstabilisantes d'une certaine manière de notre manière d'expérimenter le temps et l'espace. Et j'ai beaucoup aimé votre référence tout au début, que c'est par la joie de la pensée qui a motivé ces efforts. Et je pense qu'on a un peu on a senti un peu et la joie, mais aussi la contestation qui sort de ces explorations théoriques. Donc, merci beaucoup pour ce regard sur ces débats, qui sont, comme vous l'avez relevé aussi, qui sont toujours en train de mobiliser des innovations contemporaines. Donc, voilà, je vais peut-être commencer par des questions d'élaboration. Donc, d'abord, je me demandais si vous pourriez élaborer un peu sur le passage de la relativité restreinte à la relativité générale. En quoi exactement consiste le passage, si vous pouvez l'élaborer un petit peu? Alors, tout à fait. Merci pour me poser cette question. C'est très simple. Dans le cas de la relativité restreinte, on a l'invariance des lois, ça veut dire l'invariance de l'écriture de l'équation, des équations, etc., sont invariantes pour des référentiels en mouvement rectiligne et uniforme. Il n'y a que, vous avez une écriture, elle va d'une équation, de la théorie, va s'appliquer à toutes sortes de systèmes, à condition que ces systèmes avancent tout droit et à la même vitesse, qu'il n'y ait pas d'accélération. Donc ça, c'est restreint. Dans la relativité générale, c'est la même chose, mais on pourra écrire de la même manière les équations. On veut qu'on puisse écrire les équations de la même manière, même dans des systèmes accélérés ou sujets à une gravitation. Donc c'est général. Dans l'autre cas, c'est restreint. Restreint s'applique. C'est que des mouvements rectilignes et uniformes, général, c'est pour toutes sortes de mouvements. On peut écrire d'une seule manière l'équation pour tous ces systèmes. Voilà, c'est ça le mot restreint général, c'est ça l'idée. Et c'était dans le cadre, si je me souviens bien, de la relativité générale, vous aviez évoqué ce paradoxe des jumeaux. C'était restreint. C'est dans le cadre du... D'accord. Ils ne vont pas à la même vitesse, donc ils n'ont pas le même temps. D'accord. C'est qui ça. Évidemment fait partie de plein de science-fiction. Oui, mais alors c'est quelque chose qui est observé. Oui. Hein, c'est observé tous les jours au CERN. Il y a des expériences qui
qui projettent des particules à très grande vitesse. Certaines de ces particules sont instables. Ça veut dire que dans un référentiel au repos, elles disparaîtraient en quelques nanosecondes. Et puis en fait, si elles vont très vite, dans notre référentiel à nous, on voit qu'elles peuvent durer plusieurs secondes, etc. Donc on le vérifie tous les jours dans ces expériences-là. Oui, c'est assez hallucinant. Et je crois que ça a été fait aussi avec des satellites qui ont permis de le vérifier. Mais autrement, ces particules ont un temps de vie infiniment court, mais en fait, dans notre référentiel, on voit qu'elles durent longtemps. Donc c'est une forme de paradoxe des jumeaux. Oui, très bien. Oui, oui. Alors, c'est quand on le met dans un cadre d'une vie humaine où voilà. Ça devient... Alors, ça paraît très surprenant. Voilà. Oui, choquant, mais en fait, l'un est un vieillard, oui. puis l'autre est un jeune homme, n'est-ce pas? Puis ils sont nés là en même temps. Hein. Alors, vous aviez aussi mentionné, et ça fait partie des débats autour de ces théories, et j'ai plusieurs questions sur ce point, mais tout d'abord que Einstein, enfin une partie de il voulait maintenir cette solution statique. Et donc, cette qualité statique qu'il voulait maintenir face à Friedman et Lemaître, c'était précisément par rapport à l'idée d'une origine, mais pas le dynamisme général de l'univers. C'était vraiment cette idée un peu d'une continuité de l'existence de l'univers. Enfin, est-ce que vous pourriez dire un peu plus sur Je pense que là, cette statique, n'est-ce pas, il a voulu trouver une solution statique. D'abord, il a fallu inventer cette force qui soutient l'univers. Comme ça, il espérait que ça marcherait. Et puis, en fait, on a vu que plus tard, en 1931, Eddington a montré que même avec ça partait dans un sens ou ça partait dans l'autre, mais que ça ne pouvait pas rester stable. Donc finalement, son point de vue était contraire à ce que montrent ces équations, et probablement qu'il était captif d'une vision personnelle de l'univers, probablement, parce que on voit bien qu'on ne pouvait pas le justifier, mais à l'époque, on n'avait pas développé, les équations n'avaient pas été aussi développées que par la suite, il n'y avait pas l'approximation, la solution newtonienne, etc. Et donc, il avait trouvé que ce système convenait très bien. Mais, de fait, c'est probablement lié à une volonté d'avoir un univers statique et immuable, qui était la conception qui avait prévalu les siècles précédents. Donc c'était à la fois l'origine, mais aussi l'expansion et la contraction qui posaient problème pour lui. Alors l'origine faisait problème parce que du fait qu'elle se rapprochait trop de la vision religieuse. Je pense que ça, il le rejetait fortement. Mais également, l'expansion et la contraction complémentaires posaient problème également à cause de l'instabilité. Oui, que ça. D'accord. Voilà. Oui, donc du coup, j'avais aussi une question sur cet élément-là parce que c'est assez intéressant que l'idée d'une origine, tout à fait mathématique, pose problème pour être trop religieux, tandis qu'on sait bien qu'il y avait beaucoup de résistance religieuse à cette idée du Big Bang aussi. Oui. Donc bon, ça montre bien que les scientifiques ne sont pas exempts de préjugés. Hein. Alors, Eddington lui-même, qui avait justement montré cette solution, eh ben, il y a une controverse qui a commencé dans les années 32-35 avec Chandrasekhar. Chandrasekhar avait montré que les naines blanches avaient une masse maximum, et Eddington n'a jamais pu accepter cette idée, et il avait tort tout du long. Donc il peut arriver que des scientifiques restent bloqués sur une idée. Hein,
C'est des êtres humains. Oui, c'est assez interpellant que l'un des plus grands scientifiques du XXe siècle est resté bloqué en quelque sorte par une innovation sur sa propre théorie. Oui, tout à fait. Mais bon, après, quand on lui a montré mathématiquement que ça ne marchait pas, il a été immédiatement convaincu. Il était plus rapidement convaincu par les équations que par l'observation. Très bien. Alors, je voulais revenir sur ce point qui moi, m'a frappé, que les mouvements des corps célestes, vous avez dit, sont créés par la déformation de l'espace-temps. Et c'est très... ça fait un contraste fort à l'idée qu'on font les anciens, mais qu'on peut se faire également, que les mouvements de ces corps célestes, en fait, font partie fondamentale de l'ordre, voilà, de l'univers tel qu'on le connaît, tel qu'on le vit. Et c'est justement... justement cet ordre cosmique ou cosmologique qu'on retrouve chez des théologiens comme Augustin. Lui, il voit l'ordre comme l'ordre physique, matériel, comme reposant sur les mouvements de ces corps célestes qui règlent le temps, etc. Et toutes les saisons. Et pour lui, il a quand même une idée de la plasticité du temps, mais c'est complètement lié à la perception que l'on a. Voilà. La meilleure représentation qu'on peut faire, évidemment, l'espace-temps 4 dimensions, c'est difficile à se représenter, mais la meilleure représentation que l'on peut faire de ça, c'est ce type de dessin, mais qui alors est à 3 dimensions. Et donc, on peut même faire des modèles dans les expositions scientifiques, au Palais de la Découverte, à l'Observatoire. On a des petits modèles comme ça, où on a une tôle qui est profilée, comme la loi de la gravitation, et vous lancez une bille. Alors, si vous la lancez assez doucement, elle aura une trajectoire elliptique. Vous la lancez plus fort, elle va prendre une autre conique. Et donc, ça, on peut le visualiser. Et c'est cette déformation-là. Cette déformation, elle n'est pas statique. Hein. Après, si le Soleil se déplace dans la galaxie, cette déformation, elle le suit. Elle accompagne le Soleil, et à la surface dans le cadre de cette déformation, les effets se transmettent à la vitesse c. Hein. Donc, si le Soleil disparaissait à la minute présente, pendant 8 minutes, on ne verrait rien. Hein. Oui, non, je trouve les schémas sont très utiles pour se faire une image de ce que ça peut... Voilà, oui. Alors, peut-être, si vous permettez, je voudrais juste faire... Je crois que c'est le bon moment de faire ça. Oh, zut, attendez. Excusez-moi. Oui, pourquoi cette déformation? Je ne veux pas faire des mathématiques compliquées, mais vous allez comprendre une chose. On a justement cette déformation de l'espace et les équations de la relativité générale. On a dit qu'il fallait les formuler de manière tensorielle. Et ça, c'est en général quelque chose que beaucoup de gens n'aiment pas, disons, parce que c'est des mathématiques qui ont l'air difficiles et compliquées. Je veux juste peut-être passer 1 minute, si vous le permettez, à expliquer ça. Les quantités que nous avons... Les quantités que nous utilisons dans la vie courante, si je prends par exemple une distance, ou bien je prends le pourcentage des gens vaccinés, hein, c'est l'actualité, ou bien la température de ce local, ça, c'est des quantités qu'on appelle des scalaires, elles n'ont pas de direction. Voilà. Puis vous avez des quantités qu'on appelle des vecteurs, c'est-à-dire c'est une flèche, c'est une vitesse, une force. Si je vous pousse, je mets une certaine force et en même temps, il y a une direction associée. Hein. Donc vous voyez, c'est différent d'un pourcentage de vaccinés. Hein.
c'est un autre type de quantité, c'est un vecteur. Et puis, il y a encore un troisième type de quantité, et c'est pour ça que Einstein en a eu besoin et qu'il a dû étudier ces mathématiques-là, alors, c'est les tenseurs. Prenez par exemple une couche, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être un morceau de la croûte terrestre, ça peut être un frein à disque dans une voiture, l'élément dans le frein à disque, ça peut être un matelas, ça peut être un tas de choses. L'élasticité de ce milieu, elle peut dépendre, elle peut ne pas être la même dans la direction verticale, ici ou là. Elle peut varier dans n'importe quelle direction. Donc une quantité comme ça, c'est ni un scalaire, ni un vecteur. C'est ce qu'on appelle un tenseur. Et Einstein a eu précisément besoin de ça pour déformer l'espace-temps. Il a dû dire, la déformation, elle peut être dans les 3 dimensions, ou les 4 dimensions, dans les 4 dimensions. Donc, c'est ce concept-là qu'il me faut. Et c'est pour ça qu'il a introduit. Et alors là, je vous montre par exemple un petit tenseur pour l'élasticité. On a 9 termes. Si je pousse dans la direction 1 et que je regarde l'effet dans la direction 1, j'aurai le terme P11. Si je pousse dans la direction 1 puis que je regarde l'effet dans la direction 2, j'ai par exemple un morceau de caoutchouc, je pousse dans la direction 1, il y aura peut-être un petit effet dans la direction 2, ça sera P12. Et puis si je pousse dans la direction 1, il y aura peut-être un petit effet dans la direction 3, ça sera P13. Puis la même chose pour P2, etc. Donc en général, ça va être les termes de la diagonale, P11, P22, P33, parce que c'est dans la direction qu'on pousse qu'il y aura l'effet. Mais donc, à ce moment-là, on a une quantité d'un autre type, vous voyez, l'élasticité, c'est plus un vecteur, c'est une quantité qui peut varier comme ça ou comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'Einstein a eu besoin de prendre cette formulation mathématique, c'est lié à la déformation de l'espace-temps, comme la déformation d'un caoutchouc ou de quoi que ce soit. Et c'est pour ça. Alors, c'est un être mathématique, et puis qui obéit à certaines règles qui tiennent sur quelques pages, finalement. Mais c'est pour ça qu'il a eu besoin d'employer ce type de concept, vous voyez. C'est pour décrire précisément les ça. différents orbites ou différents paraboles. Alors, dans l'espace-temps, on pourrait avoir des déformations très complexes, mais de fait, en général, tous les termes qui sont hors de la diagonale seront zéro, sauf dans des cas peut-être très particuliers. D'accord. Voilà, mais je voulais faire excusez-moi de faire cette petite dérivation, parce que c'est lié à la déformation, et c'est pour ça qu'on veut utiliser des quantités qui ne sont ni des scalaires ni des vecteurs. Ce qui me frappe, c'est qu'on utilise ce terme de déformation, mais en fait, c'est essentiel au fonctionnement du monde dans lequel on vit. Voilà, peut-être exactement. C'est une caractéristique essentielle de l'espace au voisinage d'une masse. C'est pas une déformation, en fait. Le mot n'est pas très bien choisi. Non, mais la forme est influée par ces... Voilà, la forme est influencée, voilà. Oui. Mais c'est certainement pas une résonance directe, mais ça m'a fait penser à l'image, et là, de nouveau, ça vient de la théologie et de la théologie augustinienne, mais qui utilise cette image très belle du poids de l'âme qui monte quand il est enflammé et qui descend quand il est... et qui est lié pour Augustin à sa proximité à Dieu, qui évidemment elle n'est pas sujet au temps ni à l'espace, mais qui permet à l'âme de se retrouver dans un ordre qui pour lui est cosmologique, mais qui est lié à cette... Alors peut-être que pour l'âme, il faut encore un symbole mathématique plus compliqué que le tenseur. Oui, c'est ça. Très bien.
Je pense que peut-être on peut ouvrir aux questions du public. Le micro. Ah, on doit... Bonjour. Bonjour. Ouais, vous avez dit que la constante cosmologique a été réintroduite en 1998. Excusez, je me rapproche parce que je... Ah, pardon. Je garde le micro, autant pour moi. Vous avez dit que la constante cosmologique, elle avait été réintroduite en 1998. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi elle a été réintroduite ? Alors, monsieur demande pourquoi la constante cosmologique a été réintroduite en 1998. Eh bien, c'est pour des questions d'observation. On peut observer les distances des galaxies vis-à-vis de leur décalage spectral, etc. Et on peut faire toutes sortes de tests. Et donc, chacune des hypothèses, chacun des modèles cosmologiques que l'on va envisager peut correspondre à un certain type de courbe. Et on a vu qu'en fait, ce qu'ont vu Perlmutter et ses collègues, eh bien, c'est que les propriétés des galaxies lointaines, la manière dont leur éclat diminue avec la distance, eh bien, correspondaient davantage à un univers accéléré aux modèles de Friedmann sans accélération. Donc c'est l'observation, là, des galaxies lointaines qui l'a confirmé. Alors il y a eu plusieurs types d'observations. Des galaxies, on peut observer quoi? Des galaxies, on peut observer leur décalage spectral, on peut observer leur brillance, on peut observer leur taille et d'autres propriétés. Donc c'est clairement, et ça confirme ce que j'ai dit, c'est finalement l'observation qui est le juge des modèles. Il y a beaucoup de modèles cosmologiques, il y a des modèles dans la relativité générale, il y a des modèles différents, qui sont tout à fait différents, qui n'utilisent pas la relativité générale, mais finalement, ce qui va décider, c'est l'observation. Je vous ai mentionné que Hoyle, dans les années 60, avait fait ce modèle d'univers stationnaire qui était vraiment un modèle très très bien construit, très élaboré, et qui n'était pas farfelu. Et il a été en compétition pendant une dizaine d'années avec les modèles cosmologiques basés sur la théorie d'Einstein. Et puis finalement, il y a eu des observations qui ont dit non, c'est pas ça, c'est ça. Vous avez dit que le maître était au fond le père du Big Bang, mais quelle a été la contribution de Hawking? Parce qu'il me semblait qu'il était de Stephen Hawking. Il me semblait qu'il avait aussi fait quelque chose là-dessus, non? Alors, Hawking est intervenu beaucoup plus tard, bien sûr, mais alors il n'a pas lié le Big Bang. Lui, Hawking a étudié surtout ce qui se passe à la surface des trous noirs. Voilà, donc ça c'est ce qu'a fait Hawking. Maintenant, la confirmation du Big Bang, alors, elle est venue de plusieurs manières, mais une en particulier, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse cosmologique. L'univers avait, au début, une température extraordinairement élevée qui a diminué avec le temps. Et il avait une certaine densité. Ça, on peut les connaître. Vous pouvez calculer la densité et la température de l'univers quand il avait 1 seconde, 1 millième de seconde, etc., en repartant d'aujourd'hui, selon les lois que nous avons. Et donc, on voit que cet univers initial, à un moment donné, il s'est comporté comme un réacteur nucléaire.
est qu'il il a fabriqué certains éléments, et en particulier, il a fabriqué 24% d'hélium et essentiellement le reste de l'hydrogène, avec quelques traces de lithium, de beryllium et de bore. Et les quantités exactes d'hélium et de lithium et ces autres éléments sont une contrainte très forte. On voit que c'est la température que l'on estime et les densités que l'on trouve lorsque l'univers avait environ 1 minute correspondent exactement à sont exactement celles qu'il faut pour produire ces quantités que l'on observe de ces éléments. Voyez, donc on part avec la température d'aujourd'hui, la densité moyenne d'aujourd'hui, on remonte selon certaines lois, puis on voit que là, eh bien, il se passe des réactions, et ces réactions conduisent exactement, presque exactement, dirons-nous, aux quantités observées d'hélium, de lithium, etc. Et donc ça, c'est une confirmation très très forte du Big Bang. Qui ne concerne pas la première seconde, il y avait un livre de Weinberg, il y a une trentaine d'années au moins, il appelait les trois premières minutes de l'univers. Et il racontait justement l'histoire du Big Bang, et en particulier la synthèse des éléments. Et en plus, aujourd'hui, on voit encore un rayonnement qui correspond à une température de 3 degrés Kelvin, c'est-à-dire moins 270 degrés centigrades, qui est en quelque sorte la chaleur résiduelle de l'explosion initiale. Elle existe toujours. Hein. On imagine que l'univers a été très chaud, ben il se refroidit, puis il reste un tout petit quelque chose aujourd'hui, c'est très faible, mais ça correspond à un rayonnement de micro-ondes, et ce rayonnement a été observé en 1974 par Penzias et Wilson avec une antenne. Ils observaient un signal. Ils disaient il y a trop de micro-ondes par rapport à ce qu'il devrait y avoir. Et puis en fait, c'était cette chaleur résiduelle du Big Bang. Ça a été une autre confirmation extraordinairement forte. Merci pour votre question. Merci pour votre exposé. Je crois savoir, je suis là, que vous avez émis des hypothèses concernant... Alors, voilà. Bonjour. Vous avez émis une hypothèse concernant l'énergie noire et la matière noire. Et j'aimerais bien connaître ce que vous avez proposé comme hypothèse pour répondre à cette question. Moi, je vous ai entendu une fois en parler. Je n'échappe pas à la règle qui veut que beaucoup de scientifiques cherchent à améliorer les théories existantes. C'est un peu notre rôle, etc. Mais je ne vais pas en parler très longtemps. J'ai moi, de mon côté, aussi développé une théorie qui est basée sur l'idée suivante. C'est que les équations de Maxwell, de même que la relativité générale, sans la constante cosmologique, ont encore une invariance supplémentaire en plus de celle que j'ai modifiée. Elles sont invariantes à une transformation d'échelle, de longueur. Si on multiplie le temps et l'espace par une certaine quantité, elles ne changent pas. Et donc les développements dont je m'occupe actuellement, eh bien, explorent, dirons-nous, ça c'est plus juste, explorent les conséquences d'une telle affirmation. Et on voit qu'un des résultats, c'est que l'univers ayant une densité moyenne extrêmement faible, de l'ordre de 10-29, il y aurait une possibilité qu'il reste quelques traces d'une invariance supplémentaire. Mais
de nouveau là, c'est les observations qui sont le juge. On peut faire une théorie qui se tient, du moins je l'espère, mais c'est la confrontation avec les observations qui diront si c'est vrai ou pas. Et dans l'état actuel, il y a certaines choses qui marchent, d'autres qui marchent moins bien, donc c'est en cours d'investigation. Voilà, j'espère que j'ai répondu, je ne veux pas allonger trop là-dessus, mais notre rôle en tant que scientifique, c'est d'explorer des voies nouvelles, et la question des invariances est toujours fondamentale. Merci. Merci pour votre exposé clair et d'avoir réhabilité en quelque sorte Friedman et Lemaître qui sont souvent oubliés. Et il y a une autre personne qui, à mon avis, est un peu oubliée, c'est Zwicky. C'est quand même lui qui a, par ses expériences, a montré qu'il y avait une masse inconnue dans l'univers qui n'était pas baryonique. Et d'autre part, j'ai une question. Einstein a passé beaucoup de temps à démontrer une théorie unique qui unifierait la relativité générale avec la mécanique quantique, notamment avec la recherche d'un graviton. Où en est-on actuellement dans ce domaine? Alors, premièrement, sur Fritz Zwicky, qui était un astronome suisse de Glaris. Toutes les archives de Zwicky sont à Glaris. Et il a fait sa carrière aux États-Unis. C'était un personnage haut en couleur, mais je dirais, il n'a pas été oublié. Il est beaucoup cité, on le cite très souvent sur la matière noire, parce que c'est le premier qui a dit que dans la galaxie, les vitesses ne correspondaient pas aux masses présentes. C'est effectivement l'idée de la matière noire. Si vous étudiez un ensemble de corps qui ont une certaine gravitation, plus il y aura de matière, plus, en somme, les élastiques qui tiennent ces particules ensemble vont faire des forces importantes et donc des vitesses grandes. Plus il y a de masse, plus ça devrait bouger vite, en quelque sorte. Et en comparant la matière qu'il y avait dans le plan de la Voie lactée avec les vitesses, il a dit tout se passe comme s'il y avait encore plus de matière. Donc c'est effectivement dans les années 30 qu'il a dit ça. Ça n'a pas été tellement reconnu à l'époque, hein. C'est maintenant qu'on le rattrape, qu'effectivement il y avait quelque chose, il y avait un peu. C'est comme s'il y avait de la matière qu'on ne voyait pas. Donc voilà pour Zwicky. Maintenant, Einstein, effectivement, lorsqu'il était à Princeton, il a cherché à aller plus loin que la relativité générale. Il a cherché une théorie qui unifie, si possible, les autres forces. Tâchez de trouver une théorie unique qui contient la gravitation, qui contient l'électromagnétisme et la mécanique quantique. Alors il était passablement isolé, il n'a pas formé d'école. Hein. Einstein a souvent été un chercheur individuel, solitaire, et ça n'a pas donné grand-chose à cette époque-là, ce qui ne veut pas dire que cette théorie unifiée il ne verra pas le jour. Mais il y a eu beaucoup de tentatives, notamment avec les cordes, avec beaucoup d'autres choses, à essayer de trouver cette théorie qui unifierait toutes les forces présentes dans l'univers, c'est-à-dire les forces atomiques, la gravité, l'électromagnétisme, etc. Mais on en est encore très loin. À un moment dans votre exposé, vous avez cité qu'on peut imaginer l'espace en absence de matière. Donc, est-ce qu'on peut imaginer un Big Bang qui n'aurait créé que de l'espace? Il est probable que l'espace et le temps sont nés avec le Big Bang. C'est
C'est tout à fait possible. Mais Maintenant, il y a tel des qu'on les modèles connaît- qui disent qu'il y a eu un autre univers qui s'est collapsé avant, mais n'est-ce pas, cette expansion de l'univers, il faut bien voir une chose, c'est pas les galaxies qui s'enfuient dans un espace préexistant, c'est l'explosion de l'espace lui-même. C'est comme si il se rajoutait de l'espace entre les galaxies. Elles n'avancent pas. On emploie un terme en cosmologie, on dit qu'elles sont comobiles. Ça veut dire qu'elles sont immobiles et qu'elles ne bougent qu'avec l'expansion. Mais donc, en fait, en absence de matière, on pourrait aussi avoir cette expansion de l'espace. Alors, ça ne servirait pas à grand-chose parce qu'on ne l'observerait pas et voilà. Mais... Tout à fait. On pourrait avoir un univers vide avec un seul atome test pour voir ce qu'il fait. Hein, et même qui serait juste une particule test. Eh bien, ça a été fait. C'est De Sitter qui a fait ça très tôt. Quand Einstein a fait son modèle, sa relativité générale en 1916, et puis il a proposé son modèle statique, 2 ans après, De Sitter, qui était un cosmologiste hollandais, eh bien, il a montré que, je ne l'ai pas mentionné parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, il a montré que les équations d'Einstein pouvaient aussi admettre des solutions pour un univers vide. Et que cet univers, curieusement, s'il y avait rien dedans, eh bien, il s'étendrait aussi. Voilà, c'est le modèle dit de Sitter. Pour cette expansion, il n'est pas besoin d'une force, la force dont vous parliez tout à l'heure. Alors la force, là, tout à fait, vous avez raison, la force, là, ça serait la constante cosmologique. Dans le modèle de De Sitter, il y a la constante cosmologique, et elle, si elle est présente, elle pousse tout vers l'extérieur, si on peut le dire. Et si l'espace, du coup, s'expand, s'étend, ça veut dire que le modèle newtonien de l'espace absolu et du temps absolu comme cadre à partir duquel il y a quelque chose ne tient plus. Parce qu'un espace qui s'étend suppose d'être solidaire avec ce qui lui permet de s'étendre. Voilà. Et n'existe que par là. Voilà. Et par ailleurs, il est déformé partout. Voilà, tout à fait. Alors, la question c'est, la question qui résulte de votre question, c'est est-ce qu'il y a une expansion à l'intérieur du système solaire, par exemple, ou de la galaxie? Alors, classiquement, on pense que non. Le courant mainstream, etc., il n'y a en principe, on pense que dans les systèmes fortement liés, qui tiennent bien ensemble, comme le système solaire ou une galaxie, eh bien, il n'y a pas l'expansion, elle ne se fait qu'en dehors. Là, dans ces systèmes-là, la gravité propre des systèmes l'emporterait sur tout le reste. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, la théorie de Newton fonctionne bien globalement. Mais il y a des petits effets, on le sait bien avec les GPS, que si on veut localiser très précisément un système de GPS qui localise très bien les personnes ou les détecteurs, eh bien, il faut tenir compte de petits effets relativistes qui interviennent. Sinon, on n'aurait pas la précision de quelques mètres possible. Mais donc, la théorie newtonienne, elle est globalement très très bonne pour le système solaire. Une dernière question? Il y en a même 2. Alors, vous irez assez vite en les posant, mais on peut prendre 2 questions si elles sont brèves. Merci. Donc on a eu beaucoup de questions très physiques et j'aurais plutôt une question plus éthique.
les travaux de Einstein se basent sur la crise des fondements mathématiques avec Euclide, non euclidien. Quelle est la relation pour le physicien aujourd'hui avec la vérité? Pardon. La question, c'est si j'ai bien compris, quel est le lien entre justement ces équations et la vérité. Alors, pour le scientifique, la vérité, c'est l'observation. La théorie d'Einstein, elle est vraie, non pas seulement parce que les hypothèses sont bonnes et que les calculs ont été faits correctement, elle est vraie parce que tous les effets que l'on peut contrôler, et il y en a beaucoup, dans le cas du pulsar double, on a au moins une quinzaine d'effets relativistes très, très pointus, et tous marchent parfaitement. Donc, pour le scientifique, la vérité, c'est la concordance avec l'observation, je dirais. Maintenant, ce n'est pas nécessairement la vérité du point de vue religieux ou du point de vue littéraire, mais pour le scientifique, c'est l'observation. Ce que je voulais plus parler, c'est que la vérité, elle évolue. À un moment, Einstein, il enlève une constante. La crise des fondements mathématiques, vous voyez, au XVIIe siècle, quand il y avait la vérité unique avec Euclide, et on a voulu montrer que c'était un théorème, on n'a pas réussi à prouver le théorème, on a découvert la géométrie non euclidienne, qui a servi après à Einstein et avant lui pour la théorie de la relativité. Donc là, il y a une relation avec la vérité qui n'est plus vraie avec les mathématiques. Il y a des vérités. Et on voit que Einstein, dans cette théorie de la relativité, l'a fait évoluer. Alors, je ne suis pas d'accord du tout. Il est tout à fait correct qu'une théorie peut évoluer, et on n'a aucune raison de l'appeler la vérité. Une théorie n'est pas la vérité. Elle devient, selon mon point de vue, elle devient la vérité à telle époque, tant que si les observations le confirment. Mais si un jour, on trouve des effets qui ne sont pas prévus par la théorie de la relativité d'Einstein, eh bien, la théorie d'Einstein ne sera plus considérée comme étant la vérité. Elle aura un domaine d'application où elle correspondra aux faits et à l'observation. Et là, pour l'instant, ce domaine est vastissime et magnifique, mais il se peut très bien qu'un jour, on ait quelque chose où on n'arrive pas à expliquer par la théorie d'Einstein. Et à ce moment-là, on dira, ben voilà, non, il faut chercher une théorie on va chercher une explication qui englobe l'autre. Donc c'est vrai que cette notion de vérité scientifique, elle évolue avec le temps, je suis 100% d'accord avec vous. La théorie de Newton a été la vérité scientifique pendant très longtemps, elle l'est encore dans un domaine bien défini d'application, elle n'est pas la vérité absolue. La relativité générale est la meilleure vérité que l'on a maintenant, mais il se peut que les choses changent, ce n'est pas impossible, l'histoire des sciences nous le montre, et donc on doit avoir cette vision du progrès possible de nos connaissances. Mais dans un domaine d'application, elle correspond à la meilleure description que nous avons de la réalité de l'univers. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, mais la vérité absolue, je ne sais pas si elle existe, moi. On va faire, oui, très rapidement, pour qu'on ne se retrouve pas dans le noir. Pardon. Moi, j'aurais une question par rapport à votre théorie que vous venez d'évoquer tout à l'heure, votre hypothèse, qui disait que... Pardon, oui.
que parfois il y avait des choses qui ne changeaient pas, des constantes justement, des invariants dans l'espace et le temps. Et du coup, je ne comprends pas très bien dans quelles circonstances ça s'applique, puisque dans la théorie d'Einstein, l'espace et le temps sont relatives et elles peuvent bouger. Du coup, dans quel cas est-ce qu'elles seraient invariables, enfin ces constantes seraient invariables et ne bougeraient plus? Alors, justement, je ne sais pas dans votre théorie qu'est-ce qui est invariant en fait. Vous avez parlé de l'espace et du temps, si on les multiplie par certaines choses, elles sont invariants. Et du coup, dans quel cas est-ce que ça s'applique? Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Qu'il y ait des invariances supplémentaires qui ne sont pas considérées encore, c'est possible. Et justement, c'est cette confrontation avec l'observation qui va décider des théories. Vous savez, si on compte toutes les propositions qui ont été faites pour expliquer la matière noire ou l'énergie noire, on en compte, je ne sais pas, plusieurs dizaines. Et certaines explications sont des fois tirées par les cheveux, mais il y a aussi des explications très plausibles. Et Popper avait défini des critères de vérité ou de vérification scientifique. Il faut qu'une théorie doit rendre compte des faits connus et elle doit aussi avoir un pouvoir prédictif. Et donc là, on verra, il est tout à fait possible que dans les décennies à venir, on doive chercher d'autres théories. Et là, ce qui nous interpelle en particulier, c'est la matière noire et l'énergie noire, qui sont deux énigmes énormes. Parce que ça veut dire quoi? Si vous comptez toute l'énergie de l'univers, l'énergie matière sous forme connue, sous forme de particules que l'on connaît, c'est 5%. Il y a 95% du composant masse-énergie de l'univers qu'on ne connaît pas. Donc c'est un défi énorme et il se peut très bien que là, on ait des grandes surprises et des théories. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Alors, pour éviter que nous ne tombions nous-mêmes dans un trou noir dans 3 minutes, il faut que nous arrêtions la séance, puisque vous savez qu'il y a le spectacle mathématique qui va de l'autre côté, qui va faire tout s'éteindre. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le professeur Trinh Xuan Tuan, qui lui vient parler du Big Bang. Donc vous voyez, il y a bien une corrélation entre ce que nous avons traité et ce que nous traiterons la semaine prochaine. Mais vous le savez depuis le début. Bonne soirée à vous et merci encore au professeur Médard.